Allez, c'est parti. Donc ce sujet s'intitule What if we tested our front-end? Qui suis-je? Je suis Jean Martineau, Figuette. Je suis développeur Java depuis 2004. Enfin, j'ai commencé en 2004. Depuis 2 ans, je fais quasiment plus que du JavaScript, essentiellement du React, donc beaucoup de front-end, alors que pour le Java, c'est beaucoup de back-end. Je suis indépendant depuis le début de l'année 2018 et j'ai un fort intérêt pour les tests depuis pas mal d'années, que ce soit côté back-end quand je faisais du Java et plus récemment aussi côté front-end. Il était une fois une société qui fait de la mise en page de prospectus, de publicité, et qui s'appuyait en fait sur un soft qu'ils avaient acquis pour pouvoir obtenir pour pouvoir partager leurs données. Et donc pour les partager avec leurs clients, ils avaient développé une appli web qu'ils ont fait vivre au fur et à mesure pendant 6 ans. Ils ont rajouté des fonctionnalités pour que ça puisse correspondre aux besoins qu'ils avaient. Et puis au bout de 6 ans, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils arrivaient aux limites de ce que l'appli qu'ils avaient acheté leur permettait. Donc du coup, il fallait faire quelque chose. Ils ont choisi de réécrire leur application from scratch pour du coup avoir des besoins qui soient pour avoir une appli qui réponde exactement à leurs besoins. Et du coup, pour pouvoir être vraiment maître de leur outil. Donc réunion de travail, ils ont réfléchi à toutes les fonctionnalités qu'ils voulaient, ils ont écrit des specs, et puis ils sont partis sur du développement. Comme c'était urgent, ils sont partis sur le développement en scindant l'équipe entre les développeurs d'un côté et ceux qui allaient faire du test de l'autre. C'était pas du tout orienté test, les développements, il n'y avait pas cette culture dans cette entreprise. Et puis donc les tests étaient faits, je disais, par des gens fonctionnels, ceux qui avaient rédigé les specs en partie. Et le projet a vécu pendant 4 ans en rajoutant des fonctionnalités au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'à chaque livraison, ils livraient un lot de bugs majeurs qui est inhérent au fait à leur pratique de développement, et puis notamment pas mal de régressions sur ce qu'ils avaient développé. Donc effectivement, il y avait une grosse lacune au niveau du test. Ils se sont rendus compte que intégrer des tests automatisés sur le front, à ce moment-là, ça devenait vraiment compliqué. Front et back d'ailleurs, et du coup ils ont choisi de concentrer leur effort sur des tests exhaustifs de l'ensemble des fonctionnalités de l'appli par les gens qui faisaient du fonctionnel, pour justement garantir une certaine sécurité, une certaine qualité de développement. En fait, pas de qualité de développement puisque ça continuait à être vraiment compliqué. Les développements qui étaient faits, plutôt que d'essayer de réutiliser des composants existants, les gens développaient faisaient du copier-coller ou développaient des verrues à chaque fois, donc ajoutaient de la dette technique et forcément avec aucun moyen de la réduire à aucun moment. Les gens qui faisaient du fonctionnel ont fini par partir parce que passer leur temps, quasiment à plein temps, à faire du test plutôt que du fonctionnel pour lequel ils étaient là, ça leur plaisait pas. Donc forcément, au fur et à mesure que ces gens sont partis, le logiciel devenait complètement, ça devenait un vrai piège pour la société puisqu'on ne pouvait plus l'utiliser, plus le maintenir et plus le faire évoluer. Et les développeurs, oui, j'ai pas parlé des développeurs qui, eux, n'écrivaient pas de tests métier, puisque la connaissance métier était considérée comme étant chez les fonctionnels, et donc du coup, ils se sont complètement désengagés de cet aspect test du front, et donc test métier. Bon, évidemment, on parle beaucoup de tests. Une des solutions, un truc qui aurait pu les aider, ça aurait été d'automatiser des tests, notamment des tests à tout niveau, notamment des tests end-to-end, dont on va parler un petit peu assez largement pendant cette présentation. Les rôles des tests, c'est effectivement de valider les fonctionnalités qu'on vient de développer. C'est aussi de prévenir, d'empêcher les régressions. Et aussi, à travers cette prévention de régression, ça permet le refactoring du code existant en évitant les effets de bord, et donc ça permet de réduire la dette technique. On va faire un petit aperçu des tests tels qu'ils sont présentés en général sous forme d'une pyramide. La pyramide des tests, donc avec les tests unitaires à la base, des tests d'intégration au milieu et les tests end-to-end en haut. Les tests unitaires sont les tests qui vont être a priori les plus nombreux, qui vont tester des petites briques de votre application, assez souvent des fonctions pures, donc des choses qui vont avoir un comportement très prédictif, qui seront faciles à mettre en œuvre parce qu'ils nécessiteront pas forcément, ils ne seront pas de contexte autour, donc c'est des choses qu'on va écrire normalement en masse.
Des tests d'intégration vont être là pour en fait agglomérer les différentes unités qu'on a testées avant et donc vérifier que les connecteurs se passent bien. Et les tests end-to-end, l'idée c'est de tester de façon à travers toute votre appli, depuis l'interface utilisateur, dérouler des scénarios métiers qui vont valider le comportement d'un utilisateur. On va détailler ça un petit peu. Donc les tests unitaires, c'est ça. C'est donc des blocs qui fonctionnent les uns séparés des autres. Appliqués au front-end, ça peut être, effectivement, j'en ai parlé, tester des fonctions pures. Sur des frameworks de développement d'appli web, on va avoir des librairies ou des frameworks qui travaillent beaucoup avec une approche composant. Donc souvent un composant c'est plus ou moins une fonction, en fait on va lui passer des paramètres d'entrée, on s'attend à ce qu'il ait telle représentation en fonction de ses paramètres d'entrée, et on s'attend à ce que sur telle interaction de clic, de survol, etc., il déclenche des appels, des callbacks qui peuvent lui avoir été passés en paramètres d'entrée. Les tests d'intégration, alors j'ai pas dit, oui, du coup les tests unitaires sont faits pour vraiment fonctionner en isolation, c'est valable pour tous en général, mais particulièrement pour les tests unitaires, c'est vraiment des choses c'est une brique qui dépend de rien autour. Les tests d'intégration, c'est j'ai dit tout à l'heure, c'est la colle qui permet de vérifier que plusieurs blocs fonctionnent bien ensemble. Donc on va tester un ensemble de composants en lui apportant un contexte. Appliquer à du front-end, alors c'est ma vision, appliquer à un front-end, pour moi le test d'intégration, ça va être vérifier que l'ensemble de mon front a le comportement attendu, en testant jusqu'aux limites du front-end. Donc par exemple en testant que quand je clique sur un élément, je vais bien avoir une callback qui va être appelée, enfin une requête post qui va être appelée vers tel serveur, sans forcément vérifier l'effet sur la suite, mais au moins en vérifiant que cet élément a bien été propagé. Et les tests end-to-end, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'agir comme un utilisateur réel, donc c'est écrire des scénarios qui vont vraiment simuler le comportement d'un utilisateur. Et donc vérifier que toutes les briques de votre application, du front jusqu'à la base de données, jusqu'à tout ce qu'il peut y avoir comme side effect, va bien fonctionner ensemble. Les tests end-to-end sont souvent considérés comme compliqués, pénibles, douloureux, pour plusieurs motifs. Ceux qui sont avancés sont souvent le fait que c'est compliqué à écrire, compliqué à débugger. La boucle de feedback est beaucoup plus longue. Savoir que souvent quand on exécute nos tests end-to-end, nos tests end-to-end, c'est sur le serveur d'intégration une fois qu'on déclenche une pull request, voire pour certains projets, quand il y a énormément de tests end-to-end, c'est déclenché une fois par nuit. Et du coup, ça veut dire qu'au mieux, vous avez un retour sur ce que vous avez poussé que le lendemain. C'est des méthodes qui sont assez peu pratiques pour avoir cette feedback loop très rapide qui nous permet de développer de façon plus efficace. Et puis un dernier argument sur lequel on s'appuie des fois pour se décharger de ces tests end-to-end, c'est quelle stratégie adopter. J'ai aussi parlé du fait, du point de vue développeur, que des fois on considère que les tests end-to-end, c'est le rôle du fonctionnel, des gens qui définissent l'application, et seulement d'eux. Tester, c'est pas quelque chose de facile. Par contre, quand on a les bons outils, c'est quelque chose qui peut devenir plus simple et même assez amusant. J'en ai fait l'expérience avec Cypress.io que je vais vous présenter ce soir. Et donc on va voir à travers cette présentation comment Cypress répond aux plaintes, aux reproches qu'on peut faire au test end-to-end. Cypress, qu'est-ce que c'est? C'est un framework JS de test end-to-end, donc, qui est indépendant de MongoDB évidemment, indépendant de la librairie ou du framework que vous utilisez pour développer votre front-end, puisque l'idée c'est que ça interagit avec le DOM, donc à partir du moment où vous avez un DOM, tout va bien. C'est un framework qui est sous licence MIT, donc open source, qui a été écrit from scratch. Les premiers commits datent de 2013. Et donc l'idée c'est de s'appuyer sur ce qui existait, en garder les bons éléments et surtout essayer de corriger toutes les lacunes du test end-to-end que les auteurs constataient sur les solutions d'avant. C'est orienté développeur et ingénieur qualité. Vraiment développeur parce qu'on va écrire des tests en JS,
Par contre, on va écrire des tests qui sont, dans la mesure du possible, le moins techniques possible. Donc on va essayer d'avoir des tests qui sont vraiment lisibles, que même quelqu'un de fonctionnel doit pouvoir comprendre. Donc il y a cette recherche de la lisibilité dans l'écriture des tests. Et enfin, la promesse de Cypress, c'est de faire des tests c'est que ce soit facile à installer et très facile à utiliser. Sous le capot, Cypress, comment ça fonctionne? En fait, ça va lancer un Electron. Donc Electron, si ça vous parle pas, c'est un Chrome. C'est ce que utilisé par exemple pour l'appli Slack en desktop ou Spotify notamment. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir des applications en desktop et qui à l'intérieur en fait lance un Chromium, donc un navigateur duquel Chrome est dérivé. Et donc du fait que Cypress et l'application que vous allez tester vont fonctionner dans la même boucle d'exécution, Cypress va avoir accès au code qui est exécuté, au code JS qui est exécuté, donc notamment pour du débugage, va avoir accès aussi au trafic réseau, donc qui va pouvoir permettre de stubber certains appels ou de déclencher des appels en dehors d'actions utilisateurs à proprement parler. On aura accès aux éléments Document et Window de JS. L'inconvénient principal de Cypress aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que Chrome qui est supporté. Alors jusqu'à maintenant, en fait, c'est leur priorité principale sur la roadmap, le fait d'avoir une compatibilité cross-navigateur. Et donc ils ont des exemples actuellement qui fonctionnent sur Firefox, Edge et IE11. Je vais vous présenter un petit peu l'utilisation de Cypress à travers un petit peu de live coding pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pour commencer, je vais vous montrer l'application qu'on va tester. Alors, on va passer comme ça. On va démarrer l'appli, ça marchera mieux. Clac. Alors, toi, c'est pas la peine. On va démarrer l'autre. Voilà, alors ça s'appelle GitHub Battle, ça vient d'un cours de React, l'intérêt métier est très faible. Grosso modo, l'idée c'est, il y a un écran populaire qu'on détaillera pas tellement, mais qui permet de lister des comptes GitHub qui ont plus de stars, donc soit toute plateforme, toute techno confondue ou avec des filtres en fonction de certaines techno. Et puis il y a une fonction battle qui est celle qui va nous intéresser, que j'ai cachée derrière une authentification que j'aurais voulu vous montrer autrement. Une authentification avec un service tiers. Clac. Voilà. Donc là j'utilise Auth0, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, qui nous fournit une méthode d'authentification ou plusieurs méthodes d'authentification, et ce sans avoir à développer en interne, gérer une base d'utilisateurs, etc. Donc là ça m'authentifie et on voit qu'une fois que je suis authentifié, j'ai le menu Battle. Ici je peux cliquer sur Battle et j'accède à la fonctionnalité. Si je me délogue par contre, ici j'ai un message d'erreur qui me dit que je ne peux pas y accéder. Ça parce qu'effectivement le login c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très souvent dans nos applis, c'est souvent le point névralgique, le point de départ de votre front-end, et qu'il y a des stratégies de test à mettre en place pour ce genre de fonctionnalité. Voilà pour le périmètre métier de cette appli. On va passer à l'écriture du test que j'ai là. Clac. Alors, j'ai l'impression que je vois pas tout à fait tout l'écran. Si, c'est bon. Cypress, ça s'appuie sur une librairie JS de test qui s'appelle Describe, qui s'appelle Mocha. Mocha fournit des fonctions pour écrire vos tests. On commence souvent par un describe qui va regrouper en fait un ensemble de scénarios dans un périmètre fonctionnel. Ici, on va tester la fonctionnalité battle, donc c'est parti pour ça. Et dedans, on va décrire à travers des hits, des assertions, enfin des cas de test, donc les différentes choses qu'on veut tester. Dans un premier temps, on va tester qu'on ne devrait pas avoir accès à la fonction battle si on n'est pas authentifié. Donc, voilà. Et donc describe, it, ça c'est des mots-clés de Mocha. On peut rajouter des petites choses derrière, on peut rajouter du only
qui va permettre d'exécuter un seul test si j'ai plusieurs hits, du skip qui va permettre de ne pas exécuter ce test au moment de l'exécution, vous verrez ça tout à l'heure. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire ici? Alors Cypress fonctionne avec des commandes, ça ressemble un peu, alors c'est de l'asynchrone, ça ressemble à des promises, ce n'est pas des promises, donc on ne peut pas faire la même chose, on ne peut pas faire du async await par exemple, mais il faut bien avoir en tête qu'on fonctionne sur des choses qui sont asynchrones. On ne peut pas déclarer des constantes, on ne peut pas faire un ci.get pour récupérer un élément et le stocker dans une constante par exemple. Alors dans un premier temps, on va donc visiter la page /battle. Je ne mets pas le préfixe, le localhost, etc. puisque c'est stocké dans un fichier de conf. Et puis ensuite, on va vouloir accéder à un élément. Alors, est-ce que j'ai grossi suffisamment? Non. Je ne sais pas si c'est lisible la console, pas tellement. Là, ça ira peut-être. Et là, pareil. Voilà. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est vérifier que quand je ne suis pas authentifié, j'ai un élément ici avec un A, classe info-message. Donc je fais, c'est un sélecteur CSS assez standard. Et puis donc je vais vérifier que cet élément existe. Je ne suis pas obligé de mettre le shoot existe, mais ça permet de plus exprimer l'intention de ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne du coup Cypress à l'utilisation. Donc là, j'utilise Cypress Open, qui va m'ouvrir, je parlais tout à l'heure d'Electron, qui va donc m'ouvrir une fenêtre Cypress, voilà, qui va lister tous les tests qui sont déjà implémentés, tous les fichiers tests de mon appli, de test Cypress. Et donc soit j'ai la possibilité de tous les exécuter, ce que je fais avant de committer, soit je peux exécuter un seul fichier, ce que je vais faire en fait au fur et à mesure que je développe. Ici, il exécute, je ne sais pas si c'est visible, toujours pas, je parie. Voilà. Ici, il a exécuté donc la feature, donc avec un seul test qu'on voit ici. Il a accédé à la page battle et il a sélectionné l'élément A info message, et donc on vérifie que l'élément est bien présent dans le DOM. Tout va bien, mon test est ouvert. Ah, il y a mon PO qui me dit que c'est pas info message, ça devrait être un warning. Alors je vais aller dans mon code métier, et du coup je vais changer ça. Et par contre, mon test, derrière, si je le rejoue, mon test va échouer. Là, j'ai écrit un test avec un getter, en fait, un accesseur qui est pas résistant au changement, en fait. Donc en termes de stratégie test, il est intéressant de s'appuyer sur des données qui vont être plus pérennes. Une classe CSS, c'est fait pour définir un style. C'est plus compliqué quand on commence à s'appuyer dessus pour requêter des éléments dans le DOM pour faire des assertions. Alors peut-être que selon vos besoins, vous allez considérer que ces classes-là, elles ont vraiment un sens, que mon test doit échouer si j'ai pas cette classe-là. Dans le cas présent, je pense pas. En fait, la fonctionnalité est quand même disponible. On a juste changé le style pour différentes raisons. Et donc, il vaut mieux s'appuyer. Cypress préconise de s'appuyer sur des identifiants ou sur des méta-attributs. Typiquement, ici, en fait, on a. Allô? J'aurais voulu vous montrer quelque chose. Voilà. Ici, Cypress nous donne une petite cible, si on me donne la main. Voilà. Une petite cible qui permet de rechercher un élément en particulier. Et on voit qu'ici, il y a un élément déterminant pour bien sélectionner que cet élément dans mon DOM. Et donc, il est préférable de s'appuyer sur cet élément-là pour faire mon get. Voilà. En mettant cet attribut, qui est vraiment destiné au test, hein, c'est un méta-attribut d'HTML5 qui est vraiment destiné au test, pour le coup, data-test, on va vraiment apporter de la résistance au changement dans mon DOM. Pareil, s'appuyer sur l'élément A, là encore, c'est pas le truc optimal non plus. Souvent, on utilise beaucoup de div dans nos applis, et en fait, HTML5 a rajouté des éléments pour faire du HTML sémantique. Il a rajouté des éléments articles, nav, header, footer, aside, main aussi, ou article, je sais plus. Donc tous ces éléments, potentiellement, un jour, vous pouvez avoir à changer un div par autre chose, et c'est dommage d'avoir un test qui casse juste pour ces raisons-là. En fait, en termes de représentation, ça s'affichera de la même façon que vous mettiez un header ou un div. Par contre, ce serait dommage que le test échoue pour des choses aussi bêtes. Donc utilisez des éléments pour sélectionner vos éléments, pour sélectionner ce que vous voulez rechercher dans votre DOM, qui sont vraiment résistants au changement. Donc ID ou plutôt data test, l'un ou l'autre. Donc là, on a une première fonctionnalité qui normalement fonctionne désormais. On va en écrire une deuxième. Maintenant, une fois qu'on est logué,
on doit pouvoir créer une battle. C'est parti. Donc la première chose que je vais faire, je vais me loguer. Alors login, c'est pas une fonction native de Cypress, c'est pas une commande native de Cypress, c'est une commande que j'ai développée ici. En fait, on a un fichier, si vous voyez, je sais pas si vous voyez à droite, bon, bref, peu importe. Dans un projet avec Cypress, on a un dossier Cypress dans lequel on a un dossier intégration où il y a les tests. On peut mettre des niveaux de profondeur de dossier si vous voulez. Et un dossier support avec un fichier commande. Dans les commandes, en fait, on va enrichir la fonction de Cypress. Donc là, j'ai une commande login que je déclare ici, qui va me permettre d'enrichir effectivement le comportement et donc d'appeler dans mes tests quelque chose de beaucoup plus métier. Et en fait, je cache derrière tout un comportement qui appelle auth 0 là, à travers une API, à travers un appel REST, et qui va faire mon enregistrement de mon authentification, créer le cookie de session ou ce qu'il faut pour que je sois considéré comme authentifié. Et donc si je reviens à mon test métier, là j'ai vraiment une fonction, pour un PO qui va vouloir lire le test, lui tout ce qu'il veut c'est être logué, ou être logué en tant que, on pourrait rajouter un paramètre pour dire je veux être logué en tant que. Quand on teste une application, là je fais une petite digression, toujours stratégie test, quand on teste une application où le login est géré vraiment dans votre application, c'est votre page de test, de login, c'est votre API derrière. Vous pouvez avoir un fichier test qui va tester tous les cas de bon user mot de passe, mauvais user mot de passe, etc. Et vous allez passer au niveau programmatique, vous allez faire un test vraiment end-to-end qui va tester cette page de login. Par contre, après, vu que c'est le point névralgique, vous n'allez pas repasser par cette fonctionnalité à chaque fois que vous allez tester quelque chose dans votre appli, mais vous ferez un appel REST directement programmatiquement, là, avec une commande, qui vous permettra de vous authentifier en s'appuyant sur une API qui est en général un peu plus stable, et du coup vous pourrez accéder directement aux écrans que vous voulez sans avoir à passer par ce point névralgique. Et ce qui fait que si un jour vous changez un petit peu votre ergonomie de page de login, vous n'allez pas casser l'ensemble de vos tests. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc on va revisiter la page battle avec un slash. Je vais mettre un petit only ici pour dire que je veux bien exécuter que mon test. On va retourner voir ce qui se passe. Donc là il exécute bien que le nouveau test. On voit qu'il s'est authentifié, on voit pas qu'il s'est authentifié, mais il s'est authentifié, et du coup derrière il y a le slash battle et la page apparaît. Maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est renseigner ici un élément avec un data username. Donc on va comparer, j'aurais pu vous faire la démo, c'est vrai. Vous le verrez au fur et à mesure. On va vouloir donc sélectionner un élément qui a un data test username et écrire dedans, donc type. Par exemple Angular. On vérifie que ça se passe bien, ça se passe pas bien. Pourquoi? Là on le voit à travers les différents steps. Quand je survole un step, ici je survole celui-ci, on voit que mon getter en fait a sélectionné plusieurs éléments. Vous voyez peut-être pas les couleurs, mais là effectivement donc, il y a deux éléments qui sont surlignés, parce qu'effectivement mon data test username en fait il concerne deux éléments du DOM, et donc du coup j'ai pas le droit, l'erreur c'est explicite, j'ai pas le droit d'écrire en même temps dans deux champs input. Donc qu'à cela ne tienne, je vais rajouter un petit first, et donc là il va aller au bon élément, voilà il a écrit Angular au bon élément. Je vais en profiter pour sélectionner un bouton de type submit. Alors je fais exactement ce que je disais qu'il ne faut pas trop faire. Mais là je m'appuie sur un élément, pareil je remets un first et je clique dessus. Et donc là le test se rejoue, et voilà, le clic a été pris en compte, il y a eu un élément, il y a un appel REST qui a été exécuté, et donc j'ai récupéré une nouvelle valeur. Vous voyez à chaque fois que quand on survole les steps, on a la snapshot de ce qui se passe au moment où on y est. On peut aussi interagir avec l'application, elle est laissée dans ce qu'on appelle un dangling state, donc dans l'état final de votre test, donc vous pouvez continuer à interagir avec l'application, ça fonctionne. Du coup, je vous fais ma démo. Si j'actionne un deuxième élément, ensuite ça sort la page de résultats avec les deux users GitHub comparés. Je vais refaire la même chose du coup pour sectionner. Tac, et à la fin je vais cliquer sur. Je sais plus où j'en suis. Pardon?
Non, il y avait une petite blague en fait, mais c'est bien. Vous avez suivi. Là, en fait, je sélectionne un premier élément, je fais le submit et du coup, le champ input, il n'existe plus. Le bouton submit non plus. Je pourrais virer le first si vous voulez. Ce serait plus clair, effectivement. Mais ça marchera tout pareil. Et donc là, je vais sélectionner cet élément pour pouvoir faire mon clic. Tac. Pardon. Hop, on peut se manip. Et là, maintenant, alors, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut tester? Parce que là, c'est bien, je m'amuse à sélectionner des éléments, mais quelle est la finalité de ma fonctionnalité? Là, c'est de vérifier que je vais pouvoir accéder à la page de résultats. Donc, moi, il me semble important de vérifier que l'URL de sortie va être quelque chose comme /battle/result, je crois. Tac. Et donc là, on voit ce qui se passe. Voilà, donc là, mon test est passé correctement. Il a exécuté le clic sur le bouton Submit au final. Il a vérifié que l'URL contenait bien le /battle/result. Et alors après, on peut aller plus loin. On pourrait vérifier que le résultat ici, enfin, qu'on affiche les données, le public repo, le score, etc. Ça, c'est une question de stratégie. De mon point de vue, vérifier ce que le composant là, de player affiche au final, c'est plutôt une question de test unitaire. Pour moi, enfin, on peut le tester, hein, il n'y a rien qui n'empêche de le faire avec Cypress. Mais en fait, là, ce qu'on teste, c'est le comportement d'un composant en fonction des paramètres d'entrée qu'on lui a filé. On lui a filé un JSON, un ensemble de données JS, et lui, ben, ce qu'on attend, c'est qu'il affiche un score, qu'il affiche les public repos. Et le jour où mon product owner me demande de rajouter un champ en bas dans les détails, je m'attends pas forcément à ce que mon test end-to-end plante, parce que je pense pas que c'est vraiment du niveau du test end-to-end d'échouer sur ce genre de choses. C'est peut-être plutôt au test unitaire qui, lui, va décrire exactement ce qui doit être affiché. C'est peut-être plutôt à ce niveau-là que le test devrait planter. C'est faisable, mais du coup, c'est une question de stratégie. C'est vraiment à vous de définir ce que vous voulez tester avec votre test end-to-end. Rapidement, vous voyez qu'à travers ce code, bon là il s'est remis en forme, peu importe. À travers ce code, il n'y a pas de wait, il n'y a pas de retry. Ça c'est fait automatiquement par Cypress, comme il a accès au DOM et aux modifs du DOM au fur et à mesure. Il fait des tentatives, des retries en interne pendant un certain temps. On peut lui donner un timeout plus long si on veut, mais normalement il n'y en a pas besoin pour 95% des cas. Enfin, moi j'en mets jamais dans mes cas de test. Ce qui permet normalement d'avoir un test, un code qui est un peu plus lisible. On voit bien qu'ici on s'est logué, on a accédé à la page battle, on a renseigné un utilisateur, on a soumis, enfin cliqué sur le bouton submit, pareil pour le deuxième, et ensuite on a cliqué sur le bouton final et on vérifie que la page de résultat c'est ça. On pourrait vérifier derrière qu'on a au moins quand même deux composants. Ici je dois avoir un data test. On pourrait vérifier quand même qu'il n'y a pas de message d'erreur, parce que c'est pas tout d'afficher la page de résultat. La page de résultat, quand même, si c'est pour m'afficher un message d'erreur, on peut considérer par contre que le test échoue. Donc je vais quand même rajouter ça. Je crois qu'il y a un have-lens quelque part. Donc là, je vérifie que j'aurai deux éléments de type submitted player. Donc ça va être vraiment les éléments de résultat. Clac. Et donc là, mon test est passé. J'ai bien deux éléments ici. On les voit à gauche à droite. Un petit truc supplémentaire, on peut utiliser des fixtures. Les fixtures, c'est des fichiers des fichiers test. Ici, on voit un players.json dans lequel j'ai deux entrées. Et en fait, je peux charger ce fichier. Players. Alors, je peux mettre le .json ou pas, peu importe. Et là, on a une syntaxe qui ressemble un petit peu à une promise. Voilà, tac. Et là, je vais mettre tout ce code-là, par exemple, à l'intérieur. Et donc, du coup, j'ai accès à l'intérieur, là, à mes player 1 et player 2. L'intérêt, c'est qu'on peut dissocier un petit peu les données de test de l'écriture du test à proprement parler. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et donc, du coup, ça fonctionne tout pareil. J'ai parlé de promise tout à l'heure. Ici, on voit bien qu'il exécute, il charge la fixture, il exécute ce qui est dedans et il attend que tout ça soit exécuté pour passer à la suite.
Donc on n'est pas tout à fait sur des promises en JS. Je vais vous présenter une dernière fonctionnalité à travers le... je vais y arriver. À travers du live coding, non, c'est pas ça que je voulais. Je vais vous montrer un petit peu le fait de moquer les appels serveurs. Donc je vais revert ce truc-là. Et je vais vous montrer la dernière fonctionnalité ici. C'est celle-ci qu'on va exécuter. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on devrait afficher un message d'erreur quand on a un user invalide. Alors j'aurais pu faire mon test en mettant une chaîne de caractères aléatoire et puis me dire qu'a priori c'est un user qui n'existe pas sur GitHub et puis qu'on espère qu'il ne sera jamais créé sur GitHub. On peut aussi avoir un comportement différent en créant, donc là je vais utiliser volontairement un user qui existe, React.js. Par contre je vais moquer l'appel à GitHub pour lui dire, en fait, quand on a un appel REST qui va chercher un user, on force en envoyant une 404 ou même une 407 pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et donc là, à travers un user qui est censé exister, en fait, ce que je veux vous montrer là, c'est qu'on peut moquer tous les appels, enfin, tout ou partie des appels qui sont faits, pour avoir des tests qui sont plus rapides ou qui ne sont pas dépendants de la disponibilité de la plateforme. Et donc, du coup, pouvoir avoir un test. Donc là, on est plus sur un test d'intégration tel que je l'ai décrit tout à l'heure, à savoir aller vérifier que mon appli fonctionne, enfin l'ensemble des composants fonctionnent jusqu'aux limites de ce que je contrôle en tant que développeur front-end. Et donc, du coup, si j'exécute le test ici, on va le relancer. On voit dans les steps ici qu'il y a une route qui est déclarée comme stubbed. Donc effectivement, celle-ci, elle est moquée. Et dans l'exécution, on va voir un peu plus loin, ici, que là, il y a des requêtes qui sont faites et qui, justement, renvoient... Pourquoi il me met une 404? Je pensais que j'avais... Ouais, ça peut-être pas... J'ai l'impression qu'il n'a pas rafraîchi correctement. Mais bon, l'idée c'est qu'on voit bien que, de toute façon, c'est bien marqué que ça cherche stub, c'est bien une requête qui est moquée. Et donc, le résultat final, pardon, si on voit, j'ai un message d'erreur qui me dit que le user devrait exister. Donc là, j'ai bien moqué le comportement de l'appel distant. Pour forcer à une erreur. Ça permet effectivement de tester. Par exemple, dans le cas où vous avez des expirations de session, ça peut vous permettre de vérifier que quand vous recevez une HTTP 401, vous mettez un message d'erreur sans avoir forcément à attendre l'expiration de la session ou sans avoir à bidouiller côté serveur la durée de la session. Avec Zypress, vous pouvez aussi jouer sur le temps. Donc vous pouvez faire un ci.clock et dire je vais à un jour plus loin et du coup provoquer une expiration de session comme ça. Je vous ai pas trop montré ici quand même, on a accès, quand on clique sur chaque step, en fait on a accès au niveau de la console, pas forcément très lisible, mais on a accès à certains éléments qui concernent le step où on est. Donc par exemple là il y a un yielded, en yielded il y a l'élément que j'ai sélectionné, un add, data test, mid battle, etc. On peut aussi faire du debug. Si je vais dans ma classe battle, enfin dans mon fichier battle, je l'avais créé ici. Pourquoi il n'a pas pris en compte du coup? On va relancer le test. On peut faire du debug en fait. Donc ça c'est pour vous montrer que c'est vraiment un outil qui est orienté développement quand même. Enfin, aussi orienté développement, si on veut le prendre comme ça. Puisque normalement il est censé s'arrêter. Voilà, là, donc en fait il fallait que j'ouvre les Chrome DevTools. Et là j'avais mis un debugger, un mot-clé debugger dans mon code. Ouais, bon, c'est clairement illisible. Voilà, et donc là, c'est clairement illisible aussi. Voilà, donc là je suis sur le mot-clé debugger et donc je peux faire du pas à pas en fait dans mon code. Donc ça permet effectivement d'écrire un test end-to-end, mais aussi de vérifier à l'intérieur du code métier ce qui se passe. Et donc d'avoir un aspect plus développeur quand même. Je vais vous présenter une dernière chose, c'est la partie CI. Donc Cypress évidemment s'intègre avec à peu près tous les CI connus, pour ne pas dire toutes, même si j'essuie quelques plâtres actuellement avec Jenkins, mais sinon je pense que c'est pas tellement dû à Jenkins, mais plus à la configuration qu'on a sur le projet actuel.
comment ça se configure? Là, je suis sur du Travis. Donc j'ai mon npm CI, qui est la nouvelle façon de faire du npm install sur des intégrations continues. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez aller voir la doc. Et ensuite, j'exécute un script. En fait, une fois que tout est installé, une fois que les tests unitaires ont été exécutés, ce qui est transparent dans Travis, je fais un npm start et pour lancer mon serveur et un npm run ci2.run, donc ce qui est le pendant, on a vu tout à l'heure le ci open qui était pour l'aspect développeur. Ci run va lancer Cypress en mode headless et donc va exécuter les tests. Alors le --record, j'en parlerai juste après. Le mode headless du coup va vous générer un rapport de test comme vous pouvez avoir de façon assez standard avec vos tests unitaires par exemple. C'est Mocha qui gère les rapports de test, donc il fournit à peu près tous les formats de report que vous pouvez attendre. Cypress Run exécute aussi des snapshots quand vous avez un test qui échoue, il vous fait une snapshot, et il vous fait aussi une vidéo systématiquement des tests qui ont été exécutés. Donc ça permet de voir, même si on est en mode headless, on a quand même la possibilité de voir le test qui a échoué dans son ensemble. Et j'ai dit tout à l'heure que Cypress était quelque chose d'open source et de gratuit, c'est vrai. Leur modèle économique, c'est de fournir un dashboard qui, lui, est gratuit dans une certaine mesure. Et puis, au bout d'un certain niveau de service. Un instant. Je peux pas écrire, parler et taper mon mot de passe en même temps. Oui, à partir d'un certain niveau de service, en fait, ça devient payant. L'offre de base en payant, c'est 100 € par mois, je crois, et qui fournit un certain nombre de services agréables, un en particulier dont je vais parler après. Ici, on voit... Non, c'est pas le cas, pardon. Ici, on voit des cas de tests qui ont été exécutés. Donc, c'est ma dernière campagne qui a été poussée. J'ai un test en échec, j'ai des tests valides. Ici, je peux voir donc le résultat de test au format que j'ai spécifié. Donc ici, on voit qu'il y a 2 tests qui ont été exécutés, un qui est passé, un qui a échoué. On le voit ici d'ailleurs, qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée. On peut voir la capture d'écran de ce qui a échoué. Donc ça, c'est ce que propose le dashboard, mais j'ai pas dit c'est quelque chose de facultatif. Vous pouvez tout à fait avoir votre solution en interne pour récupérer les captures d'écran, les vidéos et les rapports, et il n'y a pas de souci. Je pense à la vidéo ici, je pense que, si je peux lancer, remarque. Ça va très vite en général, donc l'intérêt c'est de l'exécuter en mode plus court. Enfin, en mode ralenti, pardon. Hop. Donc voilà, il y a une vidéo qui s'exécute. Clac. Juste la partie intéressante dans la fonction payante du dashboard, c'est qu'on peut exécuter les tests en parallèle. En fait, Cypress se sert des premières exécutions de vos tests sur votre projet pour déterminer les tests qui sont les plus longs. Et si vous configurez, alors j'ai pas trop joué avec, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais si vous configurez plusieurs machines pour exécuter les tests, il va être capable de répartir l'ensemble de vos tests end-to-end sur plusieurs machines et donc diminuer drastiquement le temps d'exécution. Ils avaient un exemple parce qu'en fait ils utilisent Cypress pour tester leur fonctionnalité, pour tester Cypress. Ils ont un ensemble de tests qui prend 20 minutes sur une seule machine et réparti, je crois, sur 4 machines, ils le faisaient descendre à 2 minutes 30. Donc ils arrivent à vraiment réduire un certain nombre de choses. Où étais-je? Ici. Mon retour d'expérience sur cet outil, que je manipule à haute dose depuis pas très longtemps, depuis 2 mois et demi, mais que j'avais déjà, sur lequel j'avais déjà travaillé, déjà regardé depuis pas mal de temps, depuis un peu plus d'1 an. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment agréable pour écrire et pour lire des tests explicites, ce qui permet de plus se concentrer sur l'aspect technique ou la complexité de l'écriture des tests, mais vraiment de se concentrer sur la stratégie, sur qu'est-ce qu'on va tester, et du coup pouvoir définir à la fois collégialement ce qu'on va tester, à quel niveau. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on peut tester en test unitaire et ce qu'on peut tester en test end-to-end, et ce qui va permettre aussi à des gens qui ne sont pas métiers de relire, dans une certaine mesure, de relire les tests qui sont exécutés, donc d'avoir un niveau de validation. Ce qui pour moi implique que le développement, en fait, j'en parlerai après, mais le développeur, en fait, à mon goût, ne doit pas se décharger de cette tâche d'écrire des tests end-to-end et d'écrire des tests métiers. En fait, un développeur, quand il travaille sur un projet, il a une pertinence à acquérir le savoir métier.
et donc à écrire des tests qui ont de la valeur métier. Ce qui n'empêche pas cependant d'avoir un PO qui va valider d'une certaine façon, relire les tests et donc vérifier que ça correspond vraiment à des cas réels. C'est un outil qui est assez génial donc pour le développement au quotidien. Hein. Je vous en ai fait une petite illustration, mais on peut, enfin, les créateurs de Cypress en parlent et ils conseillent de faire du TDD. Et réellement, ça peut se faire. Alors, dans une boucle de feedback moins rapide que quand on fait du test unitaire en TDD. Mais effectivement, on peut vraiment écrire nos tests de façon progressive, nos tests front, end-to-end, et avoir le Cypress Open qui fait du hot reload et donc qui nous montre au fur et à mesure si notre test est bon et si ce qu'on implémente correspond bien au test qu'on a écrit en avant. Les erreurs sont relativement explicites, qui est quand même un point positif. Et donc, ma conclusion, c'est qu'écrire des tests, notamment les tests end-to-end, c'est aussi la responsabilité du développeur et donc Cypress peut vraiment nous aider à le faire de façon pratique. Je vous ai mis quelques ressources additionnelles et on peut passer aux questions. Oui. Alors, j'ai une question. Moi, j'ai fait pas mal de tests avec Protractor à l'époque. Oui. C'est assez anecdotique pour des tests web. Mais en fait, il y a un pattern qu'on utilisait, la page object, que je trouvais plutôt sympa, parce que ça permettait d'écrire des tests très fonctionnels et calculer toute la logique de le bouton c'est celui-là, et tout ce qui était sélecteur CSS et tout. Dans ces pages object, et à l'usage, ça rendait les tests plus faciles à maintenir, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire avec Cypress là-dessus, ou c'est fait à la main? Alors, il y en est question dans les bonnes pratiques sur le site de Cypress. Eux, ils sont pas forcément fans du page object. Ça parle peut-être pas à tout le monde le page object. L'idée, pour ce que j'en sais, c'est effectivement ressortir les aspects sélecteurs qu'on a vu là et l'associer, le mettre dans une fonction, hein, grosso modo. Et du coup, pouvoir dire ensuite, j'appelle le bouton submit. Et le bouton submit, en fait, derrière, c'est le sélecteur CSS qui correspond. C'est ça, hein? Est-ce que ça va pas plus loin dans le sens où du coup, je sais pas si je me trompe. Est-ce qu'on teste un mécanisme de page? En fait, on teste vraiment les pages une par une et donc les interactions qu'elles peuvent avoir avec d'autres pages. Genre, quand je clique sur ce bouton, où l'URL qui est derrière ce bouton, c'est slash bidule. En gros, moi, ce que je faisais, hein, c'est j'ai une classe, un objet qui va Ouais. représenter ma page, sur lequel j'accède sous forme de getter tous les éléments sur lesquels je veux interagir. Mais même plus que ça, par exemple, vous pouvez faire send data, par exemple, si mon action c'était cliquer sur un bouton et envoyer des data. Ouais. Et derrière ce send data, c'est vraiment une notion très métier en fait, je codais, je sélecte le bouton et je clique dessus. Et donc du coup j'avais des setters pour setter des valeurs, par exemple username, password sur une page de login manuel, Oui. et des fonctions pour les interactions utilisateurs. Voilà. Alors, oui, on peut le faire. D'une certaine façon, je serais tenté de dire que ce qu'on a vu avec le CY.login à un moment, en fait, je décris une commande et on peut tout à fait définir des commandes, soit des commandes génériques qui vont être utiles à plusieurs endroits, soit là par exemple, soit spécifiques à un fichier parce que on veut utiliser le même sélecteur CSS à plusieurs endroits, donc on peut le ressortir sur une fonction au-dessus. C'est du pur JS, ça pose pas de soucis particulier. Je voulais dire autre chose par rapport à ça. Oui, du coup, je l'ai fait moi au niveau métier sur l'appli sur laquelle je suis. On a une appli, peu importe, assez souvent on affiche une liste d'éléments et puis quand on clique sur un élément, on a le détail. Et donc en fait, on a des composants assez haut niveau dans lequel j'ai collé un data test. Par exemple sur l'élément liste, un data test liste. Et en fait, je vais vérifier. Donc j'ai des commandes Cypress qui vont être ci.getList ou getListItems. Et en fait, lui, il va aller chercher ce composant qui est derrière. Et donc, j'ai accès soit à la liste pour vérifier qu'il y a bien une liste qui a été chargée et pas un message d'erreur, ou pour vérifier que j'ai bien des items qui ont été chargés. Et du coup, je peux interagir pour cliquer sur tel ou tel élément. Donc oui, on peut tout à fait écrire du code plus haut niveau que ce que vous avez vu là, à travers des commandes ou à travers des fonctions JS standard, pour rendre le test end-to-end plus fonctionnel et donc encore plus lisible par quelqu'un qui ne soit pas métier. Oui. Je voulais savoir si tu as testé d'autres outils et pourquoi tu as choisi Cypress.
Alors j'ai très très peu utilisé Selenium, c'est pour ça que j'en parle pas dans ma présentation. C'est l'outil historique, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui date de 2004 si je me trompe pas, qui a été plus vieux que ça encore, qui a été, je dirais bien le seul sur le marché, ou en tout cas le plus connu pendant très longtemps. Depuis 2013-2014, donc Cypress a fait son premier commit en 2013, je crois que Test Café c'est 2011, et en fait c'est deux solutions qui ressortent pas mal en ce moment, qui ont une approche assez similaire, et qui se vantent assez vite de pas s'appuyer sur Selenium. Donc moi quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis dit il y a peut-être un souci avec Selenium, et donc j'ai pas fait beaucoup de Selenium, je peux pas vraiment parler. J'ai testé un tout petit peu Test Café, mais je m'étais aussi embarqué dans Cypress avant. J'ai trouvé ça très fluide avec Cypress. Il y a ces aspects vidéo que je trouvais ça assez rigolo. Et donc je me suis pas tellement lancé dans Test Café. J'ai vu une présentation au DevFest il y a quelques semaines sur Test Café notamment, sur Test Café, et j'ai retrouvé des similitudes en termes de fonctionnement. Jusqu'au modèle économique, où ils ont aussi toute une partie qui est open source, et ils fournissent des services payants, notamment pour écrire des tests de façon vraiment par quelqu'un qui est pas technique. Donc c'est du clicodrome, quoi. T'as l'appli qui s'ouvre et tu cliques. Et moi d'expérience, ce genre de choses, je l'ai vu sur d'autres outils. En général, le clicodrome, ça marche un moment, et puis en fait, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément l'intelligence derrière justement du sélecteur qui va être le plus pertinent, le plus résistant au changement. Donc c'est pas quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Après, dans l'approche, ils sont assez similaires de ce que j'en ai vu, Cypress et Test Café. Et quand on fait des comparatifs, la force de Test Café actuellement, c'est qu'ils supportent plusieurs navigateurs, et ce que Cypress est censé rattraper très prochainement. Oui. Est-ce que Cypress ça peut s'intégrer avec la méthode de type BDD, avec du genre du Gherkin, pour interpréter des snippets? Joker. Je serais tenté de dire que non. Et alors j'ai fait un petit peu de Gherkin quand je travaillais à CGDIM, et en fait j'ai été que moyennement satisfait par ça, parce qu'en fait on développe, si ça parle pas à tout le monde, Gherkin, l'idée c'est Cucumber, l'outil derrière. L'idée c'est d'écrire des tests qui sont vraiment littéraux. On écrit une phrase, et avec éventuellement des choses qu'on met en paramètres, et derrière il y a un développeur qui va écrire le test métier qui correspond à cette phrase. Donc si c'est alors j'ai pas trop d'exemples, mais effectivement l'idée c'est d'avoir d'avoir des tests qui sont écrits en given, when, then, avec vraiment des choses textuelles, avec des patterns pour pouvoir itérer. Éventuellement on file un ensemble de paramètres d'entrée, puis il exécute le test pour chaque paramètre d'entrée, et on vérifie les résultats qui sont indiqués. J'ai pas vu tellement de choses comme ça. Par contre, pour moi, la plus-value de Gherkin, c'est d'écrire des choses vraiment littérales qui vont être orientées fonctionnelles. Par contre, j'ai trouvé ça assez lourd à maintenir, personnellement. Et en fait, je trouve qu'avec Cypress, on peut rajouter des commandes custom, avec Test Café aussi d'ailleurs, hein, mais on peut rajouter des commandes custom, et donc, par ce biais-là, écrire des choses qui sont déjà fonctionnelles, en fait. Donc, à la place de laisser une personne fonctionnelle écrire sa phrase, et puis nous, derrière, implémenter le truc qui va bien, c'est plutôt le développeur qui va fournir des commandes, des fonctionnalités, et le fonctionnel va pouvoir décrire le comportement qu'il attend. Néanmoins, j'ai dit en introduction, ça reste pour moi un outil qui est orienté développeur et ingénieur de qualité. Si tant est que cet ingénieur qualité fait du test, fait du dev, quoi. Sait écrire du JS. Après, c'est pas du JS très complexe. Pour moi, c'est vraiment une montée en compétences qui se fait assez vite. Et du coup, la pertinence du Gherkin, je ne l'ai pas vue encore, en fait, à travers l'expérience que j'en ai. Je crois qu'il y avait une question. Bon. On pourra en reparler après de toute façon, mais oui. Non, vas-y. Justement, comme outil, là, pareil, très simple à utiliser pour faire du end-to-end testing, est-ce que son défaut, ce serait pas de pousser à écrire trop de end-to-end testing, de ne pas se poser la question de comment j'isole les choses, et d'aller dans des tests qui vont finalement prendre à la fin toute la vie, parce que comme tu disais, ouais. sur la pression du PO, on va se mettre à écrire. J'ai pas trop poussé le sujet tout à l'heure, mais sur la pyramide des tests, les tests qui sont en bas sont les tests les plus bas niveaux, sont aussi les tests qui s'exécutent le plus vite. Effectivement, les tests end-to-end sont des choses qui durent plus longtemps à exécuter. C'était une vraie lacune, et c'est pour ça que Cypress y répond à travers des tests parallélisés.
qui est quand même une vraie solution parce qu'en fait, enfin, faut aussi voir que les tests end-to-end, même si c'est des tests qui sont plus longs, donc on essaye d'en mettre le moins possible, c'est aussi des tests qui ont le plus de valeur métier par contre derrière. Au niveau de l'utilisateur ou de la personne qui va valider, c'est a priori ce qui va avoir le plus de valeur. Donc se limiter pour des contraintes techniques, c'est un peu... c'est un choix à faire en fait. Moi, je serais tenté de dire qu'il faut en écrire pas mal, qu'il faut valider les cas métiers qui correspondent au cas d'usage. Souvent, de toute façon, les cas nominaux, forcément, quelques cas d'erreur. On peut mettre des stubs, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau des appels, qui du coup réduisent drastiquement aussi le temps d'exécution quand même. Et après, il y a quand même une stratégie de test qui est à mettre en place, ça c'est inévitable. Écrire des tests juste en écrivant la ligne de code au fur et à mesure, c'est pas pertinent. Et il y a des choses qui, à mon avis, ont vraiment leur rôle à être testées, enfin, ont vraiment leur place dans du test unitaire et pas dans du test plus haut niveau. Mais ça, c'est une question de stratégie. On en reparle après, Merci beaucoup. On en reparle après. Désolé.